Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée, à la compréhension des faits et à la mise en perspective des enjeux contemporains. Aujourd'hui, nous revenons sur un témoignage de Franklin Nyamsi, qui partage une expérience vécue lors de contrôles frontaliers en France, replacée dans un cadre institutionnel clairement défini. À travers son propos, il décrit avec précision les procédures observées, le déroulement des échanges et le fonctionnement général des dispositifs concernés, sans interprétation ni prise de position personnelle. Cette intervention offre l'occasion d'aborder, de manière factuelle et accessible, le rôle des contrôles frontaliers dans l'organisation des déplacements internationaux. Elle permet également de mieux comprendre comment les cadres réglementaires s'appliquent concrètement sur le terrain et comment ils structurent la circulation des personnes. Dans cette vidéo, nous analyserons ces éléments avec rigueur et neutralité, afin de mettre en lumière les enjeux institutionnels et administratifs soulevés par ce récit. L'objectif est d'apporter des clés de lecture claires, utiles et équilibrées, pour nourrir une réflexion sereine et informée. Dès que je me suis présenté au contrôle d'entrée, que l'agent de police a repéré, celui qui a été décrété sans doute individu dangereux par Emmanuel Macron, dictateur français, dès que je suis repéré comme tel, on s'en va chercher des chefs qui viennent me prendre et me conduire à un poste de police où on me fait asseoir. Après une dizaine ou une quinzaine de minutes, un officier de police apparaît, un agent de police apparaît avec un document en main et un stylo. Et il me pose des questions comme celle-ci, je m'en vais vous les reproduire. D'où venez-vous? Que faisiez-vous où vous étiez? Où habitez-vous? En France et où habitez-vous à l'étranger? Qui avez-vous rencontré partout où vous étiez? Est-ce que vous travaillez toujours? Où est-ce que vous travaillez? Quel est votre métier? Autant vous dire que toutes ces questions complètement absurdes ont simplement pour but de meubler le temps de la garde à vue illégale que la dictature de Macron, à travers la police française des frontières instrumentalisées, veut m'imposer. Ils n'ont aucun chef d'accusation contre moi. Ils n'ont rien à me reprocher. Aucun juge français ne me reproche quoi que ce soit. Eu égard à mes déplacements, à mes voyages, à mes amitiés nationales ou internationales, mais c'est M. Macron, à travers la cellule française de l'Élysée, qui m'a fiché dans une liste rouge, qui m'a fait ficher par ses services de police des frontières et qui a demandé que je sois systématiquement tracassé à chaque sortie et à chaque entrée, au motif que je suis l'un des agents actifs de l'effondrement du néocolonialisme français en Afrique. Je dois dire, sans risque de me tromper, que tout citoyen français doivent combattre le néocolonialisme français. Car nous ne sommes pas citoyens pour encourager le gouvernement à cultiver hors de nos frontières des mafias qui nuisent à la bonne réputation de la nation. Toute Française et tout Français authentique devraient dénoncer la France-Afrique, dénoncer le soutien des dirigeants français aux groupes terroristes, aux organisations terroristes, dénoncer le soutien des dirigeants français aux pires dictatures que le continent africain ait jamais connues, dénoncer la continuité du pillage de l'Afrique à travers la monnaie néocoloniale du franc CFA, dénoncer 600 ans d'impunité, de crimes de guerre, de crimes économiques, 600 ans de crimes contre l'humanité, jamais jugés, jamais condamnés, jamais réparés par les juges français, qui pourtant maintenant sont pressés d'accuser un État africain, le Niger, soi-disant d'avoir volé son propre uranium. Ces juges devraient vraiment se regarder dans une glace et se demander s'ils sont normaux. Oser engager une telle procédure, alors qu'on est juge d'un pays qui a perpétré, depuis le XVIe siècle jusqu'au XXIe, en Afrique, des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité, des pillages, des génocides, des déportations, des assassinats ciblés. Un pays qui, sur pratiquement 600 ans, a commis les pires atrocités envers l'Afrique, devrait voir ses juges avoir le courage d'ouvrir le dossier des réparations, le dossier de la vérité-justice historique. S'il y a des juges courageux en France, ils doivent convoquer les états généraux des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes culturels
des crimes spirituels commis par la France contre les peuples africains, crimes jamais jugés, jamais condamnés et jamais réparés. Donc, pour commencer cette émission, il fallait que je vous rende compte de cela. C'est devenu presque une banalité. Cela fait bientôt 5 ans que je me plains d'être l'objet de harcèlement. Je suis l'objet d'un traitement individualisé, personnalisé, aux frontières de France. Et c'est la volonté de l'actuel locataire de l'Élysée, le président Emmanuel Macron. J'ai tout dit à tous ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux que quoi qu'il m'arrive, ici en France, ou de la part de la France, ce ne sera pas le peuple français qui en est coupable, quoique par sa passivité, il ait sa part de responsabilité. C'est l'actuel gouvernement français du président Emmanuel Macron qui est responsable de toutes les persécutions que j'ai subies de la part de l'État français depuis que je suis citoyen dans ce pays et depuis 2002. Je le dis souvent et je le répète, j'ai été citoyen français à partir de 2002 sous le président Jacques Chirac. J'écrivais les livres dénonçant la France-Afrique. Jamais je n'ai été persécuté sur ordre de l'Élysée sous le président Jacques Chirac. Pourtant, il est l'un des présidents que j'ai le plus critiqué et que je critique encore pour sa participation active à la poursuite de la politique néocolonialiste de la France en Afrique. J'ai continué à écrire des livres et à donner des conférences dénonçant le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental en même temps que les dictatures africaines. Sous le président Paul Stéphane Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. C'est quand même l'un des pires présidents français. Souvenez-vous, c'est lui qui a saccagé la Libye en compagnie du président américain Obama et du premier ministre britannique David Cameron dans le cadre de l'alliance politico-militaire de l'OTAN qui continue aujourd'hui d'essayer de contrôler et de recoloniser le continent. Mais même ce Sarkozy-là, qui est responsable du saccage de la Libye et de l'assassinat de Kadhafi, même Sarkozy ne m'a pas persécuté pour mes idées. J'écrivais mes livres, je donnais mes conférences, je voyageais à travers le monde, à travers la France, à travers l'Europe, j'allais en Amérique, j'allais en Asie, au Moyen-Orient, j'allais à travers l'Afrique, partout où cela était possible, et je faisais profession de mes idées. Sarkozy fut président pendant 5 ans dans ce pays. Il n'a jamais initié une action punitive contre moi. Après Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, à partir de 2012, le président François Hollande, qui fut d'ailleurs un temps mon camarade du Parti Socialiste Français, dont j'ai été membre pendant 10 ans de ma vie. François Hollande prend le pouvoir et l'exerce de 2012 jusqu'en 2017. J'ai continué à écrire des livres dénonçant le néocolonialisme français, à écrire des conférences, à donner des conférences sur les réseaux sociaux. J'ai continué à faire profession de mon engagement pour la libération totale de l'Afrique des stigmates du colonialisme occidental, de l'impérialisme et du despotisme. Pendant les 5 ans où François Hollande fut président de la République française, jamais je n'ai été persécuté, jamais je n'ai été convoqué, jamais je n'ai été harcelé. Et j'étais, à partir du 1er septembre 2003, professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français. Jamais je n'ai été convoqué dans le cadre de mon service dans les académies de Poitiers, de Nantes, de Lille et de Rouen, où j'ai successivement travaillé. Jamais je n'ai été convoqué sous les présidents, Chirac, sous les présidents Sarkozy, sous les présidents Hollande. Je n'ai jamais été l'homme de la moindre tentative de mesure disciplinaire dans le cadre de professeur de l'enseignement public. D'autant plus que je n'ai jamais fait profession de mes opinions politiques devant les élèves et les étudiants qui me furent confiés en France. L'expérience relatée par Franklin Nyamsi s'inscrit dans une temporalité contemporaine où les mobilités internationales occupent une place centrale dans l'organisation des sociétés modernes. À travers un récit personnel situé dans un cadre administratif précis, il propose une lecture attentive des pratiques observées lors de contrôles frontaliers en France. Son propos ne se limite pas à une simple description factuelle, il invite à réfléchir au fonctionnement des institutions,
à la cohérence des procédures et à la manière dont les trajectoires individuelles croisent les logiques réglementaires. Dès son arrivée au point de contrôle, l'intervenant décrit une succession d'étapes administratives marquées par une série de vérifications et d'échanges formels. Ces moments, qu'il présente comme méthodiques et normés, illustrent la manière dont les États organisent l'accueil, la circulation et l'identification des personnes sur leur territoire. Les questions posées, portant sur l'itinéraire, l'activité professionnelle ou les lieux de résidence, s'inscrivent dans un registre administratif classique, destiné à établir un cadre de compréhension du parcours de chacun. Franklin Nyamsi souligne que ces procédures, bien qu'elles puissent paraître répétitives ou étendues dans le temps, relèvent d'un dispositif institutionnel structuré. Il insiste sur le fait que son expérience doit être comprise comme un cas particulier, intégré à un ensemble de règles générales appliquées quotidiennement à des milliers de voyageurs. Cette précision permet de replacer son témoignage dans une perspective globale, évitant toute lecture hâtive ou émotionnelle. Au-delà de la description immédiate, l'analyse proposée s'élargit vers une réflexion sur le rôle historique des frontières. Depuis plusieurs siècles, celles-ci constituent à la fois des espaces de régulation, de rencontres et parfois de tensions administratives. En Europe comme ailleurs, les frontières ont évolué au rythme des transformations politiques, économiques et sociales. Elles ne sont plus seulement des lignes géographiques, mais des interfaces complexes où se croisent enjeux de souveraineté, de mobilité et de coopération internationale. Dans ce cadre, Franklin Nyamsi rappelle son propre parcours intellectuel et professionnel, marqué par une activité académique et une production écrite constante. Il évoque les différentes périodes de sa vie publique, soulignant la continuité de son engagement réflexif sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Cette continuité, selon lui, permet de comprendre son regard critique sur certaines dynamiques historiques, sans pour autant réduire son témoignage à une posture partisane. L'intervenant établit également un parallèle entre son expérience récente et les décennies précédentes, durant lesquelles il a circulé, enseigné et publié dans divers contextes institutionnels. Il met en avant la stabilité de son parcours professionnel et l'absence, selon ses propos, de contentieux administratifs antérieurs. Cette mise en perspective temporelle vise à éclairer le public sur la constance de son itinéraire et sur la manière dont les contextes politiques successifs ont cohabité avec son activité intellectuelle. Sur un plan plus large, le récit ouvre un espace de réflexion sur les relations historiques entre la France et le continent africain. Franklin Nyamsi évoque la profondeur de ces relations, façonnées par plusieurs siècles d'échanges, d'influences réciproques et de transformations. Il souligne que ces relations ne peuvent être comprises sans une lecture nuancée de l'histoire, attentive aux héritages institutionnels, culturels et économiques qui structurent encore le présent. Dans cette perspective, l'analyse proposée ne cherche pas à opposer les peuples ni à alimenter des clivages, mais à encourager une compréhension lucide et apaisée des trajectoires communes. L'intervenant insiste sur la distinction entre les institutions, les choix politiques à différents moments de l'histoire, et les sociétés civiles, qui demeurent des espaces de dialogue, de créativité et de coopération. Le propos s'oriente ensuite vers une réflexion constructive pour l'Afrique. Franklin Nyamsi rappelle que le continent africain, riche de sa diversité culturelle, intellectuelle et humaine, dispose de ressources considérables pour penser son avenir. Il souligne l'importance de l'éducation, de la transmission du savoir et de la capacité des sociétés africaines à définir leurs propres priorités de développement dans un monde interconnecté. Cette réflexion s'accompagne d'un appel à la responsabilité partagée, responsabilité des institutions africaines, mais aussi des partenaires internationaux, dans la construction de relations équilibrées et respectueuses. L'idée centrale n'est pas la rupture, mais la réinvention de cadres de coopération fondés sur la transparence, la reconnaissance mutuelle et la valorisation des compétences locales. En filigrane, l'expérience personnelle relatée devient ainsi un point d'entrée vers une analyse plus vaste des enjeux contemporains, circulation des personnes, rôle des administrations, mémoire historique et avenir des relations internationales. Le récit gagne en portée symbolique en invitant chacun à dépasser le cas individuel pour réfléchir aux mécanismes collectifs qui structurent nos sociétés. La conclusion de cette analyse se veut résolument tournée vers l'avenir. Franklin Nyamsi exprime sa confiance dans la capacité des peuples à dialoguer, à apprendre de leur histoire et à construire des relations fondées sur le respect et la compréhension. Il rappelle que les défis actuels exigent des réponses réfléchies, nourries par le savoir, l'écoute et la coopération. Comme le dit un proverbe africain, lorsque les racines sont profondes, le vent n'a pas de prise sur l'arbre. Ce message d'espoir invite à cultiver la connaissance et la sagesse collective afin de traverser les évolutions du monde avec sérénité et confiance.